Bonjour, bienvenue à la librairie Lamartine. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir l'auteur Jean-Philippe Arouvignoux pour son dernier ouvrage « L'élève qui n'existait pas » aux éditions Gallimard. Nous organisons cette rencontre dans le cadre du club de lecture en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce nouvel opus, nous retrouvons nos trois héros pour notre plus grand plaisir, Rémi, Pépé Cuvert et Mathilde. Dans les couloirs de leur collège, la nuit rôde un mystérieux voleur. Un vol est commis dans les cuisines. Si les coupables ne se dénoncent pas avant les vacances de Noël, celles-ci seront annulées. Il n'en faut pas plus à notre trio d'enquêteurs en herbe pour partir sur les traces du mystérieux voleur. Une très bonne enquête policière à savourer à partir de 9 ans. Jean-Philippe Arouvignoux, bonjour, bienvenue à la librairie Lamartine. Bonjour Aimé. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Tout d'abord, en ce contexte un peu particulier de Covid, de librairie fermée, etc., comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis hyper heureux d'être dans une librairie parce que pour moi les librairies c'est peut-être les plus beaux lieux du monde. J'ai passé toute mon enfance dans les librairies et dans les bibliothèques comme un amateur effréné de lecture. Et cette idée des villes où les librairies sont fermées, c'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez inquiétant même je trouve, parce que j'ai l'impression que c'est comme des petites niches où on aimait se réfugier, où on aimait découvrir, qui ne sont plus accessibles. Et j'espère que très vite ça va changer. Donc merci de m'offrir cette opportunité de me retrouver en plein cœur des livres. Oui, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Donc on vous reçoit parce qu'on a mis un club de lecture en place. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de participer à d'autres clubs de lecture ou... Ça m'est arrivé, oui, régulièrement de rencontrer des enfants de ces clubs de lecture et j'adore ça parce que j'ai l'impression qu'on partage, on a ensemble cette passion des livres et cette envie d'échanger parce que je crois qu'un livre qu'on n'a fait que lire pour soi, c'est pas exactement un livre qui vit encore. Les livres qui vivent, ce sont ceux qu'on partage avec les autres, dont on partage le plaisir avec les autres. Ah, tu connais pas ça, il faut absolument que tu le lises. Et puis même sur lesquels on discute, parfois même on s'engueule parce que ah non, moi j'ai préféré ça, j'ai bien aimé celui-là, mais pourquoi? Mais non, ça c'est bien mieux. Et voilà, c'est ça la vie du livre, c'est un objet qui nous rassemble, qui nous rapproche. Effectivement, je confirme que les clubs de lecture avec les enfants sont très animés parce qu'ils ont tous des avis différents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Moi, je crois que je suis écrivain parce que j'ai été et je suis toujours un lecteur boulimique. Quand j'étais enfant, j'ai eu l'impression de découvrir à travers les livres que ma vie était là. Les premières histoires que j'ai entendues, puis les premières que j'ai lues, j'avais l'impression qu'il y avait un monde qui était plus épais, plus passionnant, plus riche, plus magique que le monde réel. Et que ce monde-là, il était à explorer sans fin, parce qu'il existait des millions de livres qui avaient sans doute été écrits pour moi aussi. Et donc je me suis jeté à corps perdu dans tout ce qui pouvait exister dans mon enfance. En particulier, le déclic, ça a été les séries de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque Verte. Tout ce qui était aventure, mystère, avec des enfants de mon âge qui vivaient des aventures extraordinaires. Et ça, j'ai eu l'impression que ça m'a porté toute mon enfance, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à découvrir le monde. Et ça m'a aussi, je crois, beaucoup consolé des choses. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait dans les livres des possibilités d'espérer dans le monde que l'actualité, que la vie réelle n'offrait pas forcément de manière visible, en tout cas. Voilà. Les livres étaient peut-être plus toniques, offraient du monde une image plus optimiste, que je continue à chercher. Et c'est sans doute pour ça que j'ai eu envie d'écrire à mon tour, parce que quand on aime voyager dans l'imaginaire des autres auteurs, on a envie aussi d'imaginer des histoires, on a envie de voyager dans son propre monde intérieur et peut-être de transmettre des histoires qu'on imagine. Et si on les aime, peut-être qu'elles peuvent plaire à quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Les premières enquêtes au collège est paru, du coup nos héros ont 30 ans, ont eu 30 ans l'année dernière. Ils ont 30 ans et redoublent encore leur 4e, ce qui est quand même pas un exemple à donner à la jeunesse, mais c'est comme ça. Comment 30 ans après continuez-vous à trouver l'inspiration pour cette série ? Mais c'est surprenant pour moi parce que oui, j'écris toujours de la même façon et j'ai le même rapport avec ces personnages. Ce sont
des amis de 30 ans pour moi, alors qu'ils sont nés pour un livre. Il me semblait que le premier, Le professeur a disparu, serait une histoire pour laquelle ces personnages avaient été inventés et ils disparaîtraient à la fin du livre, voilà, puis je passerai à une autre histoire. Et puis j'aimais tellement ces personnages que j'ai envie de les retrouver dans une deuxième aventure. Et cette aventure, ça fait 30 ans qu'elle existe. J'ai toujours le même lien avec eux, peut-être simplement il est plus profond, un peu plus étroit, j'ai l'impression de mieux les connaître. Livre après livre, je les ai davantage découverts. Et je crois que si on faisait un comparatif entre le premier et celui-là, j'ai l'impression que ces personnages qui au début étaient plus des types, finalement, des personnages un peu caricaturaux pour créer de la comédie policière avec des caractères très tranchés, j'ai l'impression que maintenant ils sont plus épais, ils ont un peu plus de personnalité, un peu plus de profondeur, un peu plus de sensibilité. Oui, c'est l'avantage aussi de travailler sur des séries au fil des années, c'est qu'on peut étoler nos personnages. En parlant de ces personnages, comment vous sont venus le nom des personnages Pépé Cuvert, du coup, Mathilde, Rémi Ça, c'est très très mystérieux. C'est très mystérieux parce que j'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure que j'inventais le personnage, c'est-à-dire que je me faisais dans la tête une image de ce bonhomme dont j'avais besoin ou de cette jeune fille dont j'avais besoin, que j'imaginais le caractère qu'il pouvait avoir, le nom est arrivé avec. Pépé Cuvert ne pouvait pas s'appeler autrement que comme ça. Je n'ai pas fabriqué ce nom. Quand j'ai vu ce personnage apparaître vraiment dans tous ses contours, il s'appelait Pierre-Paul-Louis de Culver. Il est arrivé avec son nom, avec son étiquette. Même chose pour Rémi Faramond. J'ai été professeur pendant longtemps, j'ai eu beaucoup d'élèves, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Je n'ai jamais rencontré un Faramond. J'ai découvert après qu'en fait c'était le nom d'un roi, un roi fainéant, je crois, avant l'an 1000, me semble-t-il. Voilà. Alors peut-être que j'avais rencontré ce nom-là par hasard, mais pourquoi est-il revenu pour ce personnage, je ne sais pas. C'est les petites, comment dire, les petits miracles, la magie de l'écriture que même un écrivain qui a l'habitude d'écrire ne maîtrise pas. Ces petits cadeaux. Et vous attendiez pas au succès que, bien sûr, on était devant le premier opus de cette série, au succès Non, non, jamais. Déjà, c'était mon premier livre jeunesse. Le fait qu'il soit publié, j'avais publié déjà en adulte, mais c'était la première fois que je faisais une tentative en jeunesse. J'avais déjà 35 ans et j'avais l'impression que peut-être j'avais perdu ce lien avec l'enfance. Et découvrir simplement qu'il était publié et que quelques lecteurs commençaient à s'y intéresser, ça a été déjà un miracle. Et après, effectivement, c'est une série qui existe depuis longtemps, qui dure et dont le succès ne se dément pas. Et ça, c'est un bonheur particulier. Et que pouvez-vous nous dire de particulier sur ce dernier opus des aventures d'enquête au collège sur l'élève qui n'existait pas? J'avais envie pour celui-ci, dont j'imagine, sans le savoir exactement, que c'est peut-être le dernier, mais je l'ai fait pour chacun des livres de cette série. J'avais envie que ce soit de revenir aux fondamentaux de la série, c'est-à-dire une enquête à l'intérieur d'un collège. Qu'on soit vraiment dans un lieu clos, avec une intrigue qui utilise tous les lieux particuliers d'un vieux collège, d'un vieil internat. Et donc j'ai eu plaisir à me promener comme ça de l'infirmerie sous les toits aux salles poussiéreuses où on donne des cours, de la cantine où les élèves viennent manger, aux cuisines qu'on peut aller visiter la nuit, où on peut peut-être prendre des choses parce qu'on a toujours faim quand on est interne parce que les repas ne sont jamais suffisants. Voilà, donc j'avais envie d'explorer ça et je me suis juste donné un autre lieu en face, une maison abandonnée dans laquelle il va se passer un certain nombre de péripéties que je laisse le lecteur découvrir. Avez-vous prévu d'autres aventures de nos trois héros? En fait, 30 ans pour Enquête au collège et seulement 8 livres. Et je crois que la clé pour moi de cette série, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une série que j'ai envie de faire volume après volume dans l'envie d'alimenter cette série et de répondre au succès. J'ai envie simplement d'attendre que les personnages reviennent me chercher. Qu'une histoire, tout d'un coup, se présente et je me dis, tiens, c'est ça qu'il faut que j'écrive maintenant. Donc pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des personnages suffisamment avec ce livre-là. Je suis en train de parler d'autres personnages d'une autre série et peut-être reviendront-ils, je n'en sais rien. Et ça c'est aussi mystérieux. Pourquoi 30 ans après sont-ils venus frapper à ma porte à nouveau en disant maintenant c'est nous dont il faut que tu t'occupes. Et quand j'ai commencé, je me suis dit mais oui, mais c'était il y a 30 ans, est-ce que c'est pas fini ça? Et instantanément, quand j'ai commencé la première phrase, ils étaient là, je les retrouvais avec le même bonheur. C'est un bonheur pour les lecteurs de retrouver vos trois héros à chaque fois. Merci. Merci à vous Jean-Philippe.
Bonjour et bienvenue à la librairie Lamartine. Alors c'est le confinement, hein, malheureusement on est un peu tous chez nous, mais à la librairie Lamartine on a pensé à vous et on a préparé une petite sélection, on vous a concocté un petit panel des nouveautés bandes dessinées qui sont arrivées en librairie depuis la rentrée en septembre. Voilà, j'espère que ce panel, cette petite sélection vous plaira et que vous y trouverez votre bonheur. Je vais vous parler de ces très bel album d'Olivier Geffert aux éditions Kaléidoscope. Olivier Geffert avait déjà écrit un premier album pour son fils, Nous sommes là. Celui-ci, il l'écrit pour sa fille. C'est un album sur le partage, la transmission et surtout sur le pouvoir de ce qu'on peut faire lorsqu'on est ensemble et de ce qu'on peut surmonter à deux. C'est un très bel album. On suit l'histoire d'un papa qui demande à sa fille « Qu'allons-nous construire toi et moi ?» Ils prennent ensemble leurs outils et ensemble ils vont construire leur monde petit à petit. Un monde avec une maison douillette où ils pourront se retrouver tous les deux. Un monde où ils construiront une montre car le temps passé ensemble est précieux. Un monde avec un tunnel pour parcourir le monde ou encore un refuge où aller lorsque tout est perdu afin de retrouver ce que l'on aime le plus. C'est un très très bel album rempli de poésie à partir de 3 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage que j'ai particulièrement aimé de la rentrée littéraire en BD. Ça s'appelle Le Roi des Oiseaux. C'est une bande dessinée de Alexander Hutkin, parue aux éditions Gallimard. Alors, c'est une bande dessinée qui se présente sous forme de conte, avec tout ce qu'on aime beaucoup dans le conte, à savoir des histoires de malédiction, de trésors qu'on ne doit pas ouvrir avant un certain moment, de kidnapping, il y a des sirènes, des oiseaux. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on aime voir dans un conte. C'est péchu, il y a de très belles couleurs, des dessins assez originaux par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense qu'on peut lire à partir de 8 ou 9 ans, mais on peut lire après aussi, même en étant adulte. Je vous souhaite une excellente lecture. Pour moi, ça a été un très beau moment de la rentrée. Je vous présente maintenant le 5e tome de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf aux éditions Gallimard. Donc voilà, l'attente est terminée, il est enfin arrivé. Dans cette histoire, dans cette 5e tranche de vie, on est dans les années 92 à 94, donc Riyad Sattouf a entre 14 et 16 ans. Et on suit l'histoire qu'il avait terminé dans le tome 4. Là, on revient directement au début, dans la suite de cette histoire, avec le drame qui s'est passé à la fin du tome 4. J'en dévoile pas plus pour ceux qui voudraient garder le suspense intact. Voilà, et donc on se retrouve dans l'adolescence du héros, avec les années 90 qui rappelleront certainement quelques souvenirs assez cocasses à ceux qui étaient déjà nés, comme les tototes qu'on mettait autour du cou, les tototes en plastique, ou encore l'émission Que le meilleur gagne présentée par Nagui. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture avec Riyad Sattouf en attendant le dernier tome qui sera le tome 6. Je vous présente maintenant l'adaptation en BD du roman de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est une adaptation qui est signée par Sophie Ruffieux et Lilian, ou Liliane, je ne sais pas. On coupera. Et du coup, en fait, ça suit l'histoire de Camille qui a une vie où elle aurait absolument tout pour être heureuse. Elle a un mari, elle a un enfant, elle a un boulot a priori qui lui plaît, une maison, enfin tout va bien. Mais un jour, elle a un accident de voiture et elle se retrouve chez quelqu'un qui lui vient en aide et qui lui permet de passer un coup de fil. Et là, elle lâche tout. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais ça ne va pas. Elle est en grosse dépression. Et ça tombe bien parce que la personne chez qui elle est arrivée, c'est une personne qui se présente comme un routinologue et qui va lui permettre, en fait, petit à petit, par rendez-vous successifs, par petites missions l'une après l'autre, un pas l'un après l'autre, de se retrouver dans sa vie, de s'épanouir à nouveau et de se retrouver elle-même, en fait, et de s'épanouir comme elle le souhaiterait. Voilà, c'est assez agréable à lire, ça se lit facilement, les dessins sont aérés, jolis, colorés, c'est très léger et c'est un très beau moment de lecture. Je vais maintenant vous présenter la BD La dernière rose de l'été de Lucas Harari aux éditions Sarbacane. Dans ce bel ouvrage assez volumineux, on va retrouver l'histoire d'un jeune homme qui est auteur, en fait, qui n'a pas vraiment de moyens et qui va se voir prêter par un membre de sa famille une maison au bord d'une station balnéaire le temps d'un été.
Alors il va y aller évidemment, il va passer du bon temps sur cette station balnéaire, mais ce qui va être intriguant, c'est qu'il va voir qu'il se passe des choses assez étonnantes dans la maison voisine. Il y a une très jeune femme qui fait beaucoup de fêtes, qui boit beaucoup d'alcool et en même temps elle a l'air d'avoir une vie assez légère, assez festive, mais en même temps il y a un mystère dans tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe autour de cette jeune fille. En même temps il y a les journaux locaux qui parlent de la disparition de jeunes autour de cette station balnéaire durant l'été. Enfin, du coup, c'est vraiment un ouvrage où il y a beaucoup de mystères. Et moi, j'ai un peu retrouvé l'ambiance de séries comme Twin Peaks, par exemple, où il y a un mystère, voilà, comme ça, où on est presque plus à suivre, à être happé par une ambiance que par une histoire. Voilà, donc moi, j'ai passé un agréable moment avec La Dernière Rose de l'été. Je vais vous parler de 2 ouvrages qui ont été conçus par le studio d'animation Minalima. C'est le studio de graphique des films d'Harry Potter. C'est un duo de graphistes qui ont travaillé du coup sur les films Harry Potter et ils ont fait pour la première fois le volume 1 aux éditions Gallimard qui est juste sublime. Il y a un travail qui a été fait au niveau des illustrations qui est juste magnifique avec des pop-up qui s'ouvrent un peu partout à chaque double page. Il a été entièrement retravaillé. Et le deuxième ouvrage également conçu par ce studio d'animation Minalima, c'est aux éditions Flammarion, le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Le travail pareil qui a été fait par les studios est juste sublime, il est très coloré et c'est une superbe version pour redécouvrir ce classique. Je vous présente désormais le tome 8 de Luca par Bruno Dequier aux éditions Dupuis. Alors, comme vous le savez peut-être, dans l'histoire d'origine de Lucas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive au collège, qui n'est pas très populaire, qui n'est pas très fort dans ses cours, mais qui va rencontrer une nuit, donc ça c'est dans le tome 1, qui va rencontrer une nuit le fantôme d'un ancien collégien décédé au collège et qui va lui apprendre à jouer au foot. Et de là, il va devenir une véritable star en fait au collège. Il va pouvoir s'approcher de la fille dont il est amoureux. Il va devenir populaire. Enfin, tout va aller pour le mieux. Là où on en est rendu, au tome 8, il doit constituer une équipe de football pour réaliser des championnats. Et il veut appeler d'anciens membres d'anciennes équipes du collège qui sont très forts. Mais ils l'ont mis au défi de réussir ce coup-ci, de réussir à passer des épreuves de e-sport. Donc là, dans ce tome, Luca va devoir enchaîner 3 ou 4 épreuves de jeux vidéo dans un énorme gymnase où il va devoir faire aussi bien du karting que des jeux de combat ou que des jeux de basket. Tout ça de façon électronique avec des jeux vidéo. Voilà, donc c'est très sympa, c'est toujours aussi enlevé, toujours beaucoup d'humour. Voilà, et très sympa pour les jeunes à partir de 7-8 ans et plus tard pour les plus grands. Je vais maintenant vous présenter l'intégrale, la première intégrale de Franck, de Brice Cossu et Olivier Bocquet aux éditions Dupuis. Alors Franck, c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc là la première intégrale vient de sortir et le tome 7 également. Franck, c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui va devoir partir de l'orphelinat, mais il n'a pas du tout envie voilà, il n'a plus du tout envie de rester dans cet orphelinat ou même de partir dans une famille parce qu'il a fait plusieurs familles, à chaque fois ça n'allait pas. Donc du coup, il décide de s'enfuir. Quand il s'enfuit, il va tomber dans un lac et il va se retrouver au temps de la préhistoire, avec uniquement son téléphone portable qui va lui servir les premiers temps, mais très rapidement, plus tellement parce que finalement il n'a pas de réseau. Et il va tomber sur des troupes, des clans d'hommes préhistoriques qui n'ont pas encore inventé les voyelles. Voilà pourquoi on parle de Franck sans A. Et donc il va leur apprendre à utiliser les voyelles pour déjà ne serait-ce que communiquer avec eux. Après il va leur apprendre plein d'autres choses, il va leur apprendre à faire du feu, il va leur apprendre plein de choses. Et c'est assez sympa, c'est assez drôle, c'est assez enlevé. On retrouve un petit peu, pour ceux qui connaissent, l'univers des Trolls de Troie. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et là, dans cette intégrale, on retrouve les 4 premiers tomes. Voilà, sachant qu'en tout, il y a 7 tomes. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture avec Franck.